Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Déjà paru. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Hassan Banhakeia, Histoire de la pensée nord-africaine 2016. Saïd Chiban, L'Algérie entre totalitarisme et populisme, la fausse ouverture ou l'heure des illusions, tome 2, 2016. Saïd Chiban, L'Algérie entre totalitarisme et populisme, le temps du parti unique, tome 1, 2016. Pascal Cyr, Égypte, la guerre de Bonaparte, 2015. Philippe Gaillard, Génération Algérie, Mémoire d'un Kidam, 2015. Mustapha Aeri Achier, Les relations extérieures franco-algériennes à l'épreuve de la reconnaissance, de 1962 à nos jours, 2015. Shadia Chamberssami, Répression de manifestants algériens, 2015. Mohamed Anouar Moj Achiera, L'Égypte en marche. Les atouts, les espoirs et les défis 1952 à 2015, 2015. Mohamed Arakat, Les paradoxes de la gouvernance de l'État dans les pays arabes, 2015. Mohamed Germouni, Le protectorat français au Maroc. Un nouveau regard, 2015. Guillaume Denglos, La revue Maghreb, 1932 à 1936. Une publication franco-marocaine engagée, 2015. Michel Cornaton, Nelly Forget et François Marquis, Guerre d'Algérie, ethnologue de l'ombre et de la lumière, 2015. Saïd Morabit, L'économie politique de la production législative au Maroc, 2015. Raymond Nart, Histoire intérieure de la rébellion dans les Aurès, Adjoul, 2015. Fawzi Rouzek, Le groupe d'Oujda revisité par Chérif Belkacem, 2015. Geneviève Gousssaudf-Algas, Le consulat de France à Tunis au XVIIe et XVIIIe siècle, 2014. Frédéric Harymbat, Les Européens d'Afrique du Nord dans les armées de la libération française, 1942 à 1945, 2014. Maurizio Valenzzi, J'avoue que je me suis amusé, Itinéraire de Tunis à Naples, 2014. Avant-propos. Si jamais un jour on voulait associer la modernité à une déité, il n'y aurait pas de meilleure image que celle de Janus pour en transmettre l'idée. Dans la mythologie romaine, le buste qui le représente est étrangement marqué par deux têtes, ce qui donne deux regards opposés, une manière qui permet à Janus d'avoir simultanément un double regard. Il regarde devant et derrière lui. Dans les fastes d'Ovide, Janus est décrit comme ayant deux visages, une qualité qui lui est unique parmi les dieux célestes. Il est le gardien du monde et toutes les autres déités dépendent de lui, y compris Jupiter. En son honneur et de son appellation, on aurait tiré janvier qui, avec le mois de février, n'existait pas dans l'ancien calendrier romain et de cette manière, il se serait placé au lieu de mars, au début de l'année. Janus, qui symbolisait le chaos pour les Grecs, devient l'initiateur du nouvel an et le point de rencontre du passé, l'année achevée, et de l'avenir, l'année nouvelle. Tu souriras de mes noms. J'ai beau être le même, tantôt je suis appelé Patulcius, celui qui ouvre, tantôt Clausius, celui qui ferme par la bouche du sacrificateur, j'aperçois à la fois l'Orient et l'Occident. La double qualité qu'il incarne, comme le corps auquel s'attachent le passé et l'avenir, est ce qui fait de lui l'exemple le plus concret et le plus apte à transmettre l'idée de la modernité. Mais il n'y a pas que cela. L'idée derrière la coexistence de deux opposés dans un seul corps représente leur interdépendance et le critère sans lequel la valeur de l'autre opposé ne pourrait être reconnue. Cependant tu demandes si le présage d'une pièce peut être valable, et pourquoi nos mains aiment recevoir de vieilles monnaies de bronze. Le bronze se donnait jadis. L'or est aujourd'hui d'un meilleur présage, évincé, la vieille monnaie a dû céder la place à la nouvelle. Nous aussi nous aimons les temples dorés, bien que les anciens nous agréent. La majesté convient toujours à la divinité. Nous louons le passé, mais nous profitons du présent. L'un et l'autre usage méritent une égale considération. En lisant ces lignes,
Il est impossible de ne pas penser à Baudelaire et à la dualité de l'expression dont il fait usage pour parler de la nature dédoublée de la beauté, ou du dandysme, comme le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences, ou encore de la modernité elle-même comme le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Janus serait le symbole de la modernité. Il incarne sa dualité et ses opposés. Accablé par le fardeau du passé, il court toujours à la recherche de l'avenir. Il scrute la tradition qu'il ne quitte jamais des yeux, et absorbe les flux de la modernité auxquels il est toujours ouvert. Il est pris, comme l'idée de la modernité, dans la fatalité d'un état inéluctable. Désormais, c'est aussi de cette manière que l'idée de la modernité sera traitée dans cet ouvrage. Introduction. La question de la modernité ne sera jamais une simple affaire pour l'islam. Elle ne l'est pas non plus en Occident. L'islam et l'Occident représentent deux civilisations distinctes, mais partagent un souci commun vis-à-vis de leur tradition. Que signifie donc la tradition et d'où vient-elle ? Selon Édouard Schill, la tradition signifie un traditum, c'est-à-dire, explique-t-il dans son ouvrage, tout ce qui est transmis du passé au présent. C'est un héritage dont la substance et la durée de l'existence sont plus ou moins indéterminées. Quant à David Gross, il définit la tradition en référence à un ensemble de pratiques et de croyances héritées du passé, mais qui constituent le mode de pensée actuel. Le terme vient du verbe latin tradere qui signifie transmettre, abandonner ou céder quelque chose à quelqu'un. Traditio désigne le processus à travers lequel quelque chose est transmis. Traditum indique la chose transmise. Malgré les références multiples dans l'histoire des Arabes à des époques antérieures à l'apparition de l'islam, il faut concéder que la notion de la tradition, telle qu'elle se discute dans le monde musulman, mais surtout dans les pays arabes, obéit à un entendement religieux qui se fonde sur un passé de gloire et de grandeur des Arabes sous l'égide de l'islam. Ce fait s'avère très important pour celui qui s'apprête à discuter de l'histoire des musulmans. Il aura affaire à un héritage inextricable de la religion, d'où la délicatesse de la tâche, ce qui naturellement devrait commander une prudence hors du commun. Nous aurons donc l'occasion de voir dans cet ouvrage la manière dont la tradition est reprise dans le discours de la modernité au Maghreb. La tradition, qui doit sa naissance à un simple acte, qu'il soit divin, humain ou autre, à un événement historique, à un ensemble d'objets matériels ou artistiques, ou tout simplement à des objets précieux de l'Antiquité, devient avec le temps une notion complexe et résiliente à toute simplification. De même que la tradition, la modernité n'est pas non plus une notion qui se prête facilement à l'explication. Un simple regard nous donne à voir la multitude d'ouvrages qui y sont consacrés, d'où la nécessité de se pencher rigoureusement sur les œuvres incontournables, et de choisir minutieusement les auteurs représentatifs des différents mouvements. D'entrée de jeu, il sera nécessaire de déterminer les débuts historiques et les définitions que les penseurs, occidentaux aussi bien que musulmans, donnent à la modernité. Compte tenu de l'ampleur de la question et des efforts requis, des chapitres à part seront réservés aux questions les plus importantes. Pour ce faire, il me paraît nécessaire de mettre en lumière la méthodologie à suivre pour adéquatement traiter d'une question qui ne peut plus être abordée indépendamment de ses origines occidentales. En effet, il faut souligner que le discours de la modernité en islam est étroitement lié à son homologue en Occident. Il en découle qu'il serait infructueux de traiter de la modernité, comme d'ailleurs le font plusieurs critiques, sans égard à la manière particulière dont les Occidentaux en débattent. Nous serons donc engagés dans une discussion qui aborde les particularités spécifiques de chaque discours aussi bien que les facteurs communs que partagent les penseurs occidentaux et musulmans sur cette question. Cette manière de faire est nécessaire pour toute compréhension adéquate de la question, d'autant plus qu'il est temps que la recherche se déroule de cette manière, rien que pour ne pas perdre de vue les origines de la modernité et les fondements qui l'encadrent. Compte tenu de la révolte populaire en cours dans le monde arabe, la question de la modernité se pose avec urgence et suscite un grand intérêt. Le monde arabe sera-t-il en mesure de tourner le dos au passé, ou restera-t-il attaché, comme il l'a toujours été, à sa tradition ? Existe-t-il une modernité en dehors du modèle occidental ? Est-il valable de parler d'une modernité arabe, chinoise, indienne, etc.
Le présent ouvrage a comme objectif de répondre à ces questions, même si la recherche des réponses ne constituera pas toujours l'objectif suprême de notre discussion. D'ailleurs, certaines questions n'ont pas de réponse, puisqu'elles exigent une autre optique que celle qui nous oblige à chercher des réponses à des questions. La réflexion qui porte essentiellement sur la question de la modernité au Maghreb nécessite, suivant la logique de l'appartenance culturelle, qu'elle soit traitée en dehors des confins du Maghreb, c'est-à-dire dans le contexte global du monde arabe et encore plus dans la relation de celui-ci avec l'Occident. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent saisir les profondeurs de la crise de la modernité dans le monde arabe, et qui peut-être se réjouiront de lire ces horizons lointains par la mise en œuvre d'une vision pluridisciplinaire. La question des débuts des temps modernes demeure une affaire déterminante, sinon inévitable, dans toute étude relative à la modernité. Constituant la première étape de l'ouvrage, cette question sera examinée par des outils hors du commun, mais non moins fiables que le témoignage historique. Dans l'absence d'une historiographie officielle pleinement consciente de l'enjeu moderne, le journal du peintre Eugène Delacroix, sa correspondance et ses tableaux nous assisteront dans cette tâche. L'année 1832, soit 2 ans après l'occupation de l'Algérie et le début du séjour de Delacroix au Maghreb, représente une date importante dans l'histoire de la région. Bien qu'elle signale le commencement d'une nouvelle époque, elle nous donne à voir, grâce au tableau du peintre, des aspects naturels propres à une société encore à l'abri de la modernité. Delacroix parvint à admirer l'harmonie entre l'homme et la nature, sans pour autant faillir à transmettre son amertume quant au rendez-vous inévitable que la région allait avoir avec le monde moderne. Le tiraillement qui caractérise la peinture de Delacroix, et qui fait de ses tableaux consacrés au Maghreb un art à la fois moderne et nostalgique, ce tiraillement entre le passé et le présent sera au centre des préoccupations des penseurs arabes concernés par la question de la modernité. Aussi ce tiraillement nous obligera-t-il à reculer, rien que pour tracer et saisir la complexité historique du conflit entre tradition et modernité, à des moments clés de l'histoire arabe. Le rapport entre l'islam et l'Occident et la possibilité du dialogue entre ces deux pôles, les mécanismes à travers lesquels la modernité se discute sur les deux rives de la Méditerranée aussi bien que les notions de tradition, de modernité, de rationalisme et de raison sont des questions qui méritent des réflexions à part. L'art et la littérature, ou l'apport de l'esthétique, s'imposent dans toute étude de la modernité. C'est pour cette raison qu'une réflexion particulière aura pour objectif de mettre en lumière la scène littéraire maghrébine et d'identifier les genres qui sont propres à la région et ceux qui y sont étrangers. Comment ceux-ci coexistent-ils avec cela ? Quelles techniques littéraires les auteurs maghrébins adoptent-ils pour absorber les chocs de la modernité et s'approprier un genre littéraire, étranger à leur culture ? Ce genre de questionnement sera donc de mise. Il reste à dire que la question de la modernité présuppose un regard particulier sur la sociologie et la culture maghrébine. À cet égard, l'article de Frantz Fanon, L'Algérie se dévoile, et la question des minorités, surtout celle des Juifs du Maghreb, nous serviront d'appui. Deux thèses principales dominent la discussion concernant l'exode des Juifs du Maghreb. La première accuse le nationalisme arabe d'être derrière le départ des Juifs arabes. La deuxième impute leur fuite au sionisme et à la création de l'État d'Israël. Pour nous, l'exode sera le signe d'une nouvelle réalité forcée par la modernité. Il serait absurde de conclure l'ouvrage sans se consacrer aux derniers développements relatifs à la révolution arabe et à son avenir. Il s'ensuivra que la conscience arabe, même libre d'exercer ses droits, continue de souffrir sous l'emprise de la peur de la modernité. Comme le lecteur l'aura probablement constaté, l'objectif de l'ouvrage s'inscrit dans une vision au profit d'un éclaircissement global sur le conflit de la modernité et de la tradition. Dans un monde arabe fragilisé politiquement et en pleine révolte populaire, ce conflit se pose avec urgence. Les révolutionnaires verront-ils dans leur pays, comme ils le souhaitent, un vent de liberté et de démocratie ? Ce vent, censé briser les entraves qui le retardent, fera-t-il au contraire pencher la balance du côté de l'orthodoxie et du fondamentalisme islamique ? Tant d'incertitudes pour autant de questions, autant de difficultés pour ne pas dire de risques d'embrasement et de chaos populaire. Au vu de l'histoire, la démocratie ne vient pas sans prix et même si le monde arabe assiste à de grands changements, il n'est pas encore prêt à sacrifier ses valeurs pour l'abriter. Il faut savoir patienter et ne pas s'attendre au miracle immédiat.
1. Harmonie artistique et début moderne au Maghreb. L'orientalisme et l'harmonie artistique. Il ne manquera pas aux chercheurs concernés par le Maghreb, son histoire, ses cultures et ses peuples, de remarquer la profusion de la critique de l'œuvre orientaliste comme discours convenable à cette région située à l'extrême nord-ouest de l'Afrique et du monde arabe. Avec la popularité qu'il atteint après la sortie de son chef-d'œuvre, l'orientalisme, Edward W. Said devient l'autorité incontournable dans toute étude visant à critiquer l'orientalisme. Il est donc logique de le prendre comme référence principale pour élucider l'orientalisme et cerner les reproches qu'il lui fait. Mettre le point sur l'orientalisme consiste à mettre en lumière les principes fondamentaux de ce mouvement, afin de mieux voir et saisir la critique que lui réservent ses détracteurs. Said distingue 3 acceptions de l'orientalisme: l'orientalisme universitaire ou académique, l'orientalisme imaginaire et l'orientalisme comme institution de domination occidentale. Malgré la distinction qu'il établit entre les 3 acceptions, les définitions qu'il en donne se rapprochent l'une de l'autre. On peut ainsi parler d'enchevêtrement ou du moins de complémentarité. L'acception universitaire, qui est d'ailleurs la plus répandue, est définie ainsi: toute personne qui enseigne, écrit ou fait des recherches sur l'Orient en général ou dans tel domaine particulier, cela vaut aussi bien pour l'ethnologue que pour le sociologue, l'historien, le philologue, et sa discipline est appelée orientalisme. La deuxième acception est celle qui nous concerne le plus. C'est dans cette catégorie que l'on trouve entre autres les productions artistiques, l'art, les auteurs et les œuvres littéraires. Il s'agit ici d'une conception plus large de l'orientalisme, style de pensée fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre l'Orient et le plus souvent l'Occident. Dans cet orientalisme peuvent trouver place par exemple Échille et Victor Hugo, Dante et Karl Marx. En fait, il est ici question de l'invention de l'Orient suivant une conception préconçue ou imaginée. Nous y reviendrons. À en croire Said, la 3e acception porte essentiellement sur l'évolution de l'orientalisme depuis l'âge des Lumières. Elle renferme l'idée d'une entreprise occidentale globale de domination qui se prête facilement à la notion de discours. Bref, l'orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient. Je soutiens que si l'on n'étudie pas l'orientalisme en tant que discours, on est incapable de comprendre la discipline extrêmement systématique qui a permis à la culture européenne de gérer, et même de produire, l'Orient du point de vue politique, sociologique, militaire, idéologique, scientifique et imaginaire pendant la période qui a suivi le siècle des Lumières. Entre les 3 définitions que donne Said à l'orientalisme, la deuxième semble la plus adaptée au genre d'analyse entrepris dans le reste de ce chapitre. De prime abord, il serait convenable de relever quelques notions clés dont se sert Said dans ses analyses. En tête, nous remarquons l'usage de la notion de l'autorité qui, estime-t-il, est étroitement liée à la localisation stratégique et à la formation stratégique. Tout cela revient à dire que la position de l'orientaliste par rapport à l'objet présuppose, si on ne dit pas prédit, le ton qu'il adopte dans son œuvre. Aussi divers qu'ils soient, les orientalistes, combien même ils prétendent à l'originalité, supposent pour autant un précédent oriental, une connaissance préalable de l'Orient qui leur sert de point d'appui et de référence. De cette façon, l'orientaliste ne fait qu'emprunter un cadre, un moule. Qu'il soit théorique, artistique ou sémantique, il est pourtant identique et invariable. C'est pour cette raison même que Said insiste sur une autre notion, celle de l'extériorité, qui fait de l'œuvre orientaliste, non un effort pour explorer les mécanismes intérieurs de l'Orient, mais une représentation artificielle de sa réalité extérieure. L'orientalisme repose sur l'extériorité, c'est-à-dire sur ce que l'orientaliste, poète ou érudit, fait parler l'Orient, le décrit, éclaire ses mystères pour l'Occident. L'Orient ne le concerne jamais que comme cause première de ce qu'il dit. Ce qu'il dit et ce qu'il écrit, du fait que c'est dit ou écrit, a pour objet d'indiquer que l'orientaliste est en dehors de l'Orient, à la fois comme fait existentiel et comme fait moral. Le principal produit de cette extériorité est évidemment la représentation. La représentation ne serait donc, affirme Said, que la représence, c'est-à-dire un tableau d'une réalité qui du fait qu'elle est reprise dans un code linguistique réglé et codé, ou transmise à travers des couleurs comme dans un tableau, perd de sa réalité et ne peut plus être considérée comme vérité sur l'Orient.
la valeur, l'efficacité, la force, la vérité apparente d'une assertion écrite sur l'Orient reposent très peu sur l'Orient en tant que tel et ne peuvent en dépendre instrumentalement. Au contraire, l'assertion écrite est une présence pour le lecteur du fait qu'elle a exclu, déplacé, rendu superflu l'Orient comme chose réelle. L'orientalisme a donc moins de rapport avec l'Orient en tant que réalité historique, entité culturelle, bloc politique et vaste zone géographique qu'avec une attitude dans la conscience occidentale presque figée et répétitive sur l'Orient, attitude devenue avec le temps une redoutable structure de la domination culturelle. Il est donc du devoir de l'intellectuel d'en divulguer les mécanismes et de les mettre à la disposition des peuples colonisés. Saïd, qui se serait inspiré, comme il le dit, des travaux de Michel Foucault et d'Antonio Gramsci, s'intéresse à la notion de discours, au rôle de l'intellectuel et aux mécanismes de domination ou, pour emprunter deux notions appartenant respectivement à Foucault et à Gramsci, au pouvoir et à l'hégémonie. Comme dans une société particulière, l'Orient devient sur un plan macrocosmique un chantier dans lequel l'Occident agit comme une force qui, du fait qu'il aurait catégorisé une région du monde et ses peuples, y applique la méthodologie la plus appropriée de domination. Dans le cas de l'Orient, cette méthodologie est l'orientalisme. Aucune œuvre occidentale sur l'Orient ne peut donc se soustraire à ce verdict et se trouve ainsi liée à une dimension globale qui prolonge l'orientalisme et contribue, à sa manière, à ses manœuvres de domination. La première question que l'on peut se poser est de savoir si toutes les productions littéraires et artistiques des Occidentaux sur l'Orient portent l'empreinte de l'orientalisme. Se peut-il que des écrivains et leurs œuvres sortent de cette catégorie et ainsi échappent au jugement parfois sévère de la critique orientaliste ? Si l'on adopte l'optique de la critique des orientalistes, on aura à coup sûr rendez-vous avec une vision négative de l'orientalisme. Du même coup, la culpabilité de certains orientalistes et leur implication dans le projet de la colonisation sont des faits que la critique a dûment documentés, mais la production de l'art et la fonction que s'y fait la stratégie politique occidentale sont deux choses différentes. L'intention n'est pas de déculpabiliser l'artiste et de le mettre à l'abri de la critique. Bien que l'artiste soit toujours responsable de son art, à son tour le critique ne peut pas se soustraire à la responsabilité qui lui incombe. Son jugement devrait obéir à des règles et s'éloigner le plus possible de l'immodération et de la démesure. Je crois savoir que ce qu'on juge orientaliste ne l'est parfois que dans les apparences, que les jugements à l'égard de certains artistes qu'on aurait catégorisés orientalistes ne sont pas valables et que l'œuvre, littéraire ou artistique sur l'Orient, mérite mieux. Il est donc évident que l'œuvre, qu'elle soit jugée orientaliste ou non, pourrait servir à élargir l'éventail de l'interprétation de la réalité orientale. Je considère donc que la question de la modernité pourrait être abordée à partir d'un changement relatif à la lecture que l'on fait d'un texte sur l'Orient. De toute manière, le texte qui présuppose un champ libre et ouvert à toutes les interprétations pourrait aboutir, selon les outils du critique, à la conclusion désirée. L'intention ici ne consiste pas dans le rejet du côté orientaliste, mais dans la mise en œuvre d'une démarche qui ouvre le texte sur d'autres horizons possibles de l'interprétation. D'emblée, le thème de la modernité au Maghreb, comme on le verra, est étroitement lié aux diverses productions des orientalistes. Éviter les orientalistes, c'est non seulement commettre une grave erreur historique, mais aussi omettre l'origine artistique de la modernité. En l'occurrence, ce constat pourrait bien apparaître évident, mais il ne va pas de soi. C'est le genre de réflexion à l'égard de la littérature et de l'art orientaliste qui a bloqué l'exploration critique du rapport entre orientalistes et modernistes, limitant toute possibilité d'épanouissement critique à une vision négative et anticipée. La critique de l'orientalisme et de l'exotisme artistique et littéraire est intéressante à plusieurs égards. Elle est même pertinente au rapport entre Occident et Orient. Personne ne peut donc nier son apport à la critique littéraire et sa contribution à dévoiler le côté tendancieux des orientalistes. Toutefois, il serait absurde de limiter le champ de la lecture de l'art et de la littérature orientaliste à une seule vision, devenue non seulement prévisible, mais aussi répétitive. Si cette vision critique se caractérise par une concentration allant même jusqu'à l'obsession par des aspects présumés négatifs, il est aussi évident qu'elle ne cherche que ces aspects et rien d'autre. Se pourrait-il que d'autres aspects lui échappent ? Comme on l'aura deviné,
L'objectif ne consiste pas à remplacer des aspects négligés par d'autres retenus. Ce n'est donc pas à cause d'un acte spontané et sans fondement que de nouvelles lectures devront voir le jour. La lecture que je propose, tant qu'elle apprécie l'orientalisme et s'appuie parfois même sur ses préceptes, cherche aussi à établir un écart entre la critique de l'orientalisme et l'art orientaliste. Elle aspire à dégager et à mettre en valeur l'importance historique de l'œuvre orientaliste. Ce côté, me semble-t-il, demeure inexistant dans les réflexions de la critique de l'orientalisme. Il s'agit ici d'une démarche qui met au profit de l'historiographie moderne le témoignage historique de l'artiste aussi bien que sa production esthétique. Peut-être nostalgique d'une réalité européenne périmée, ces visiteurs occidentaux qui s'adressent en premier lieu au public de leur époque, savent-ils combien est inestimable pour nous aujourd'hui leur valeur historique ? Prenons l'exemple de Delacroix. Delacroix au Maghreb, témoignage historique et harmonie artistique. Qui aurait pu deviner qu'une mission diplomatique deviendrait un témoignage historique ? Il fallait beaucoup de temps pour cela, et Delacroix n'en a guère manqué. Il avait à sa disposition des mois pour se réjouir de si grandes découvertes et autant de temps qu'il voulait pour en retirer des impressions intimes et en faire des chefs-d'œuvre éternels. En particulier, il pourrait être considéré comme le premier et le dernier peintre à avoir vu et peint un Maroc encore à l'abri des choses nouvelles. D'autres, comme Matisse, suivront son exemple, mais l'arrivée de ce dernier en 1912 coïncide avec le début du protectorat au Maroc, c'est-à-dire à un moment moins intéressant sur le plan historique de la modernité. La peinture de Delacroix et le témoignage qu'il relate dans son journal nourrissent toutes sortes de curiosités, à commencer par la réflexion d'Assia Djebar dans Femmes d'Alger, une réflexion féministe à l'égard de l'orientalisme de Delacroix et de l'obsession de l'homme occidental par les passions de l'Orient. Le harem en particulier, comme lieu de plaisir inaccessible à l'étranger, excite la verve de l'artiste et entretient son imaginaire. Ces faits sont indéniables et la critique de l'orientalisme en fait le socle de ses réflexions dans toute étude relative au Maghreb. Or, lorsqu'il s'agit d'une œuvre d'art, nous sommes libres de mener la lecture qui nous convient. En plus de sa fonction esthétique, l'œuvre pourrait aussi servir de témoignage historique. Dans le cas de Delacroix, la critique, surtout littéraire et culturelle, lui ôte ce mérite lorsqu'elle réduit son œuvre à une seule réflexion aux dépens d'autres auxquelles se prête aisément son art. Comme il l'a d'ailleurs formidablement exécuté, Delacroix voulait peindre le Maghreb dans sa spontanéité, dans sa chaleur, à travers ses passions vagabondes et les couleurs fines de sa nature. Le paysage maghrébin lui fait découvrir non seulement le passé de l'Europe, mais aussi une image autre que celle de l'Europe industrielle du XIXe siècle. Le retentissement de cette expérience élève Delacroix à l'échelon des grands maîtres de la peinture occidentale de l'époque, et lui permet d'être immédiatement repéré par Baudelaire. N'ayant passé que 6 mois entre le Maroc, le sud de l'Espagne et 2 villes algériennes, Delacroix mit à profit chaque instant pour tirer le meilleur parti de son séjour. Son expérience sur la rive sud de la Méditerranée s'avère la plus importante de son parcours artistique, non seulement à cause de la quantité des productions, mais aussi à cause de leur qualité et de l'influence que cette expérience exercera sur lui tout au long de sa vie. André Joubin précise que son voyage avait duré 6 mois. Il eut sur le développement de l'artiste une influence incalculable. À la veille même de sa mort, Delacroix évoquait encore le souvenir de cette inoubliable vision. Qu'avait de remarquable ce voyage que seul le peintre eût pu discerner ? Aurait-il expérimenté quelque chose hors du commun en Afrique du Nord ? Y aurait-il éprouvé le sublime ? Que Delacroix se soit rappelé son voyage en Afrique du Nord à la veille de sa mort, soulève autant de questions qu'il ne fournit de réponses. Sous la lumière fine nord-africaine, Delacroix parviendra à peindre les côtés les plus profonds de la nature humaine. Il le fera à l'aide d'une technique qui met en œuvre 2 plans opposés, mais dont le contraste finit par créer l'harmonie de laquelle dépend la beauté du tableau. Des soldats épuisés en plein sommeil, des escarmouches dans les collines, des cavaliers et de la fantasia, mais aussi des femmes voilées et dévoilées séduisantes par leur beauté, des musiciens en pleine action, des chevaux de bataille, une nature sauvage et silencieuse, ce sont là gravés pour elle'. Éternité des scènes ensorcelantes, suscitant admiration et enchantement par la justesse du pinceau, l'harmonie des couleurs et la sérénité des images et des sensations qu'elles évoquent.
Delacroix fut fasciné par l'harmonie du paysage naturel et de la vie sociale nord-africain. Il y fait allusion en écrivant « Ils les morts sont plus près de la nature de mille manières, leurs habits, la forme de leurs souliers. Aussi, la beauté s'unit à tout ce qu'ils font. Nous autres, dans nos corsets, nos souliers étroits, nos gaines ridicules, nous faisons pitié. La grâce se venge de notre science. » Delacroix aurait immortalisé ces tableaux, sans toutefois obscurcir leur dynamique historique. Issu d'une famille de diplomates, il était bien placé pour comprendre les enjeux de la politique occidentale. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que toute l'Afrique du Nord ne devienne un immense chantier moderne. Derrière l'harmonie minutieusement déployée dans les tableaux, se lit l'amertume d'un peintre profondément sensible à la fragilité de la beauté qu'il vient de découvrir. La peinture que Delacroix exécuta sur l'Afrique du Nord dissimule un message. La tristesse et le regret de voir ce précieux naturel rarissime emporté et mis à mort par la modernité. Né à l'aube de la Révolution française et ayant vécu des moments difficiles de l'histoire moderne de la France, Delacroix vit la complexité de la transition à la modernité. Pour avoir été visionnaire et peintre prophète, il avait peur pour le Maghreb dans l'épreuve de son passage inévitable à la modernité. C'est à juste titre qu'il profère quelques comparaisons entre le Maure et l'homme occidental, et il est vrai qu'à ce niveau-là il ne fournit pas davantage de précision, mais les bribes ici et là en sont suffisantes pour saisir l'ampleur de sa méfiance à l'égard de la modernité. Ces gens-ci ont un certain nombre et un petit nombre de cas prévus ou possibles. Quelques impôts, quelques punitions dans une circonstance donnée, mais tout cela sans l'ennui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.